Bonjour. Toujours dans le cadre du Salon international du livre au Québec 2018 et où le Maroc est mis à l'honneur, il est à mentionner que beaucoup de thématiques mettent l'accent non seulement sur la littérature et la francophonie, mais aussi sur la migration et la gestion de la diversité culturelle comme créneau pour le renforcement du dialogue et l'épanouissement des peuples et des identités. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Moha Ennaji, professeur-chercheur affilié à l'Université de Fès au Maroc. En plus de sa carrière universitaire, il est le président fondateur du Centre Sud-Nord pour le dialogue interculturel et les études sur les migrations. Il est président fondateur de l'Institut international des langues et des cultures et membre fondateur du Centre ISIS pour femmes et développement à Fès au Maroc. Parmi ses publications les plus récentes, on cite Alliance des cultures et des religions pour la paix en 2017, L'Olivier de sagesse en 2017, publié à Paris aux éditions Cartala, Les minorités, les femmes et l'État en Afrique du Nord, publié chez Red Sea Press en 2015, Les migrants musulmans marocains en Europe, publié à New York en 2014, Multiculturalisme et démocratie en Afrique du Nord, publié à Londres en 2014. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Monsieur Ennaji, bonjour et bienvenue parmi nous à l'émission Art et Lettres. Et bon séjour au Québec parce que vous passez par le Salon international du livre et vous trouvez parmi nous à Montréal dans le cadre de cette émission. Oui. Dans un premier temps, donc vous avez pris part au débat et aux thématiques du Salon du Livre. J'aimerais d'abord savoir quelles sont les thématiques auxquelles vous avez pris part, les débats. C'est quoi les thématiques que vous avez abordées dans le Salon du Livre du Québec? On a abordé plusieurs thématiques, mais moi j'ai participé à une table ronde sur c'est-à-dire les spécificités culturelles du Maroc, avec d'autres collègues écrivains marocains qui étaient là. Et j'ai donné une conférence en même temps sur le Maroc pluriel. Sur le Maroc pluriel. Donc la diversité était là. Donc on a parlé dans la table ronde de plusieurs choses, des problèmes des jeunes, mais aussi de la radicalisation des jeunes, du système de l'éducation au Maroc, mais aussi de la situation de la femme, de la situation de l'université marocaine, et aussi le problème de l'emploi au Maroc, du chômage qui existe toujours, qui est toujours malheureusement très élevé. Et donc on a parlé aussi de la société civile au Maroc, de son rôle dans la démocratisation et dans le développement du pays. Et on a parlé donc de plusieurs choses, de la littérature marocaine, l'expression française, et voilà, de son développement et des défis de l'écriture au Maroc en général et de la pluralité de l'écriture au Maroc, parce que la littérature marocaine est diversifiée et très riche, comme vous le savez. C'est pas juste une seule langue. C'est pas juste en français, c'est en arabe, c'est en amazigh, c'est en espagnol, c'est même en anglais, en allemand. Il y a plusieurs auteurs marocains qui écrivent dans ces différentes langues. Donc c'est une littérature très diversifiée. Très diversifiée. Donc, voilà. Votre parcours, M. Ennaji, comme professeur et chercheur, vous abordez beaucoup de thématiques spécifiques, l'éducation, l'immigration, la démocratisation aussi du Moyen-Orient en Afrique du Nord. Vous abordez les études linguistiques aussi dans votre champ de recherche. J'aimerais savoir en quoi ces paramètres linguistiques, par exemple, auprès des cultures, par exemple de l'Afrique du Nord, contribuent à la promotion, à la visibilité de ces cultures. En quoi, par exemple, le volet linguistique contribue à la visibilité de ces cultures? Je crois que la linguistique au Maroc et en Afrique du Nord a joué un très grand rôle dans cette visibilité des langues et des cultures nord-africaines. Que ce soit l'arabe dialectal, ou l'arabe classique, ou l'amazigh, ou même le français, ou l'espagnol. Parce que les linguistiques, comme vous le savez, considèrent les langues et les cultures comme étant égales. Oui. En linguistique, il n'y a pas de langue
supérieure et de langue inférieure. Il n'y a pas de culture forte. Il y a une parité en tous. Il y a une parité. Toutes les cultures et les langues se valent et sont sur le même pied d'égalité. Ils doivent être considérés ainsi. Donc ça, la première chose. Deuxième chose, la linguistique met l'accent sur la diversité linguistique et culturelle. Grâce à la linguistique, en Afrique du Nord, les linguistes et les chercheurs ont étudié toutes les variétés linguistiques existant dans la région. L'arabe dialectal marocain, algérien, tunisien, etc. Hassani, oui, aussi. Et aussi toutes les variétés de la langue amazigh. Oui. Des études, des doctorats ont été faits sur le tamazight, du Souss, du Moyen Atlas, du Rif, le Kabyle en Algérie, etc. C'est la mise en valeur de ces entités qui font le socle de l'identité marocaine. Exactement, à tel point que certains chercheurs très conservateurs étaient dérangés par cela. par cette visibilité qu'on donne aux dialectes, parce qu'ils avaient peur de la division du pays, parce que vous insistez sur le berbère ou la dialectale, alors que pour eux, il faut étudier uniquement l'arabe classique. Il faut dire aussi, le français, c'est tout. La majorité de la langue berbère, c'est des cultures fondatrices, là. Donc la linguistique a donné cette visibilité, comme vous avez dit, aux spécificités linguistiques et culturelles de toute la région. D'accord. Et grâce à la linguistique, nous, en tant que linguistes, nous apprécions beaucoup la diversité, qu'elle soit culturelle ou linguistique ou politique, ou ethnique ou religieuse. Donc la linguistique nous a ouvert toutes ces portes et toutes ces fenêtres sur toutes les langues et toutes les cultures et tous les dialectes. Excellent. Et c'est vraiment une grande contribution à notre région. Parfait. Et vous êtes fondateur du Centre Sud-Nord. Oui. Sud-Nord pour le dialogue interculturel et les études sur l'immigration. J'aimerais savoir comment est-ce que vous entrevoyez la gestion de la diversité culturelle à consonance marocaine au Maroc. Comment est-ce que vous la percevez jusqu'à maintenant? Mais depuis 2002 et depuis surtout la Constitution de 2011, oui, qui reconnaît la diversité marocaine, qui reconnaît la culture arabe, musulmane, amazigh, hébraïque, andalouse, africaine, hassani, etc. Donc c'est très, très, très important. Et donc depuis 2011, le Maroc maintenant est très ouvert sur toutes ces spécificités culturelles du pays et essaie de gérer cette diversité de façon équitable et de façon constructive. Et donc il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées intéressantes. On va peut-être en parler, si vous le permettez, M. Neji. Après la pause, mesdames et messieurs, restez avec nous, on vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invité, Mouaïn Naji. Monsieur Naji, on parlait justement des avancées, je dirais linguistiques, plus ou moins au Maroc, qui sont considérables et substantielles. Pensez-vous qu'il reste encore des lacunes à combler à ce niveau? Oui, bien sûr, il reste des lacunes à combler. Par exemple, l'arabe dialectal n'est pas toujours très bien apprécié, très bien intégré dans le panorama linguistique marocain. Chez quelques intellectuels et quelques conservateurs, dans l'élite marocaine, l'arabe dialectal est toujours juste un dialecte qui ne mérite pas d'être valorisé. Oui. Par exemple, dans l'éducation et dans les médias et dans plusieurs secteurs. La même chose pour l'amazigh, mais malgré que la langue amazigh est maintenant reconnue officiellement par la Constitution de 2011, il reste des lacunes parce que on n'arrive pas à concrétiser cette Constitution. Il y a bien sûr l'Institut royal de la culture amazigh et qui fait son travail, qui publie sur la langue et la culture amazigh, mais on n'arrive pas encore à appliquer la Constitution au niveau surtout de l'enseignement de la langue amazigh. La langue amazigh l'enseignement de la langue n'est pas encore généralisé à toutes les écoles.
primaire, et il est resté donc au deuxième ou troisième année, à la deuxième ou la troisième année primaire. Primaire, oui. Et donc il n'y a pas une politique linguistique politique claire, claire sur la mazirité. Il y a des collègues qui disent même qu'il y a un recul par rapport à 2011, parce que maintenant la mazir est toujours limitée dans l'éducation. Même chose pour, par exemple, son unification et sa standardisation. Oui, elle est exactement. encore limitée. Il y a toujours les problèmes de communication entre les dialectes amazigh. Oui, peut-être rejoindre aussi les visions aussi. Rifin, Tachelhit et Tamazigh. Oui. Donc on n'arrive pas encore à standardiser la langue amazigh en une seule langue normalisée. Vous me permettez de défiler, de présenter des livres ici. Bon, je commence par l'Olivier de la Sagesse. Je pense l'Olivier de la Sagesse, c'est 2017. On va y arriver dans les prochaines minutes, mais je vous présente, mesdames et messieurs, un plaisir de vous présenter les revues où M. Mohamed Naji a contribué, par exemple, sous sa direction, le brassage de la culture amazigh et de la culture hassani, qu'on voit ici sous la direction de Mohamed Naji. Hommage à Rita Khayat et Michel Perron. Rita Khayat, une grande auteure et écrivaine. Marocaine, oui. Et puis, à mentionner, vous écrivez aussi en anglais. Aspect of Violence Against Women in North Africa. Est-ce que ça a été traduit en français? Non, c'est tout en anglais. C'est tout en anglais. Et c'est un numéro que j'ai dirigé avec Fatima Sadiki. Avec Fatima Sadiki, comme c'est écrit ici. Voilà. Mandaté par l'Institut, le Centre ISIS pour femmes et développement qui se trouve à Fès. Voilà, et l'Institut allemand de coopération. Et l'Institut allemand de coopération. Langue maternelle et diaspora maghrébine. Ici, il y a un hommage à Leila Bouzaid, toujours sous la direction de Mohamed Naji, langue maternelle et diaspora maghrébine. Mesdames et messieurs, un livre qui attire l'attention des intellectuels, comme je suis en train de lire ici, de la société civile, sur le rôle des langues maternelles et des particularités sociales et culturelles, géopolitiques et historiques qu'il faut prendre en compte à ce moment-là. J'arrive à Alliance des cultures et des religions pour la paix en 2017, qui a été publié par Centre Sud. Justement, j'avais une question sur le livre, sous votre direction d'ailleurs, publié par Centre Sud Nord, Alliance des cultures et de religions de la paix. J'entrevois l'intérêt de ce titre, mais je me demande, est-ce qu'on peut par exemple prévoir une alliance des cultures et de religions pour la paix, alors qu'on est souvent devant le volet de la laïcité qui préconise le fait de permettre aux religieux de ne pas prendre la place quand on parle du volet culturel, et quand on parle par exemple, on met toujours le religieux à part quand on se permet de parler culture ou politique. Est-ce que vous pensez que l'alliance est toujours possible? Oui, c'est un souhait. C'est un souhait. J'espère que ça sera possible. Mais n'oubliez pas le contexte dans lequel ce livre a été écrit. C'est dans le contexte nord-africain, méditerranéen, où la religion est très importante. Comme vous le savez, chez nous, la religiosité est très forte. Oui. Les gens sont très, très religieux. Et donc, nous préconisons dans ce livre non seulement un dialogue entre les cultures et les religions, mais aussi une alliance. Une alliance pour la paix mondiale. Parce que donc une alliance universelle. Universelle, c'est ce qu'on cherche dans ce livre, c'est ce qu'on prône. Parce que dans notre région, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il y a beaucoup de guerres civiles sectariennes qui ont fait des milliers de morts et des milliers de déplacés et de réfugiés. Des migrants partout. Voilà, c'est malheureux. Parfois à cause de la religion, à cause du sectarianisme. À cause de la perception aussi que les gens sur la religion. Et à cause de l'instrumentalisation de la religion dans des affaires politiques. Voilà. Donc nous, dans ce livre, on dit que toutes les religions se respectent et toutes les cultures se respectent. Mais les gens doivent collaborer, doivent communiquer, doivent dialoguer, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, parce qu'après tout, nous voulons tous une paix durable. Voilà. Et pour lutter
pour arriver à cette paix durable, nous avons besoin d'une alliance. Une alliance universelle. Universelle, voilà. J'arrive aussi, Monsieur Nagy, à Olivier de la Sagesse. On parle de 2017. Je me permets de vous citer brièvement le commentaire que j'ai. C'est aux éditions Cartala. Voilà, ouais. Demander l'indépendance et n'avoir pas envie de se battre, je trouve que c'est mal élevé. Un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté est un peuple indigne de la liberté, disait la Seine. Voilà. On va retourner à cette citation, si vous le permettez, après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Arrêt d'être. De retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité, Monsieur Nagy, l'Olivier de la Sagesse. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est un récit romancé qui a été publié en 2017 à Paris par Cartala. Et c'est un livre sur la résistance marocaine pendant le protectorat français. Et c'est aussi en partie sur mon village natal, un village berbère au Moyen Atlas, et en partie sur la vie de mon père. Okay. Parce que mon père était également un résistant pendant la colonisation française, pour l'indépendance du Maroc. Et je parle un peu de cette période du Maroc pendant les années 30, 40, jusqu'à l'indépendance du Maroc. Je vous tends le livre, si vous voulez bien nous lire un extrait, Olivier, de la Sagesse, paru en 2017, aux éditions Cartala, avec M. Moha et Nagy, mesdames et messieurs. Juste après la déclaration de l'indépendance du Maroc. Hein, dans tout le royaume, des cars furent affrétés pour que la population, dont le soutien avait été infaillible depuis le début du protectorat, puisse aller à Rabat présenter ses félicitations au souverain. À Timoulilt, village, et on avait une dizaine, bondés de villageois, hommes et femmes. Il y avait même des gens sur le toit. Rentrés depuis une semaine de l'Oriental après le cessez-le-feu et la fin du maquis, la Seine monta dans le premier car et salua de la main tous les passagers qu'il connaissait. Le convoi démarra ce beau matin de novembre 1955 pour la capitale. Ash al-Malik, Yahya al-Malik, ou en berbère, Yahya al-Lidnr, vive le roi, que Allah protège notre roi, scandait la foule avant de monter dans les autocars. Après 6h30 de route, le convoi venu de Timoulilt et de Benemelal arriva enfin à Rabat. La Seine prit une chambre dans un hôtel modeste dans le quartier populaire de Bab el-Had en demi-pension et resta 3 nuits avec 2 de ses amis du bled. Il passa 4 jours à Rabat avec des milliers de Marocains scandant « Vive le roi ». Ils étaient hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, debout dans les jardins du palais royal, Al-Mishwar al-Saïd. La foule était excitée, mais satisfaite et soulagée par le retour du roi et de sa famille, et par la perspective de l'indépendance du Maroc. Tout le monde était très joyeux et fier de sa marocanité et de son roi. Là, quelques années plus tard, au début des années 60, je vais lire. Au cours des années dernières, des 30 dernières années, l'enseignement au Maroc a connu une expansion rapide et généralisée. Le taux d'inscription dans l'enseignement supérieur a augmenté très rapidement à partir des années 80 et nous assistons aujourd'hui à un enseignement supérieur de masse. Dans les années 60, l'enseignement supérieur était considéré comme un luxe dont devaient pouvoir bénéficier par principe le plus de gens possible. L'adoption de cette manière de voir par les autorités politiques rendait probable cette expansion. Plus tard, ce sont les attentes accrues d'une population de plus en plus instruite, dans une période où le chômage était en hausse, qui nourrirent cette demande. Ces dernières années, la grande ouverture de l'enseignement supérieur s'étant répercutée sur le taux de réussite générale, on a commencé à s'inquiéter du grand nombre de ceux qui abandonnent en cours d'études et des innombrables grèves. Donc, je parle un petit peu. Oui, il y a un beau lien donc, entre ceux qui ont résisté, ceux qui ont préparé une génération nouvelle avec ses lacunes. Mais là, ce que j'aimerais savoir, parce que là, vous me projetez pour faire le lien avec les nouvelles réformes qu'on voit au Maroc et une levée de bouclier qui a été opérée par les jeunes. Je fais allusion au 20 février 2011. Vous savez très bien que vous l'avez bien décrit vous-même par un soi-disant printemps arabe
De votre point de vue, M. Nagy, pourquoi ça n'a pas réussi? Donc le printemps arabe n'a pas réussi dans tout le monde arabe, dans toute la région. Mais La preuve, seulement, sauf en Tunisie. Mais au Maroc? Au Maroc, ça a réussi. Je ne peux pas dire que ça n'a pas réussi du tout. Relativement, c'était une réussite. Pourquoi? Mais à quel Parce niveau? qu'on a eu au moins la réforme de la Constitution en 2011. Oui. Et Sa Majesté avait donné un discours le 9 mars promettant des réformes dans la réforme de la Constitution, et ça a été fait. Et maintenant, nous avons une Constitution meilleure et beaucoup plus progressiste que celle qui était avant. Voilà. Et les mentalités ont changé. Mais les mentalités, les Marocains aujourd'hui sont devenus plus alertes, plus actifs dans le domaine de la société civile, et ils n'hésitent pas à protester pour leurs droits. Ce n'était pas le cas avant. Donc une grande prise de conscience. Il y a une grande prise de conscience, ce qui est des droits humains. Une grande sensibilisation de la population, surtout des jeunes. Et aussi, il y a une grande mobilisation de la presse, des médias sociaux qui s'expriment aujourd'hui chaque jour sur des faits sociaux, sur des problèmes sociaux, sur les problèmes des jeunes, de l'immigration, les problèmes des femmes, etc. Et les gens n'hésitent plus à aller dans la rue pour protester et pour demander des réformes. Il y a un mouvement. Donc je ne crois pas que le mouvement du 20 février a échoué. C'est-à-dire que ce n'est pas un échec total, mais il reste qu'il y a peut-être un sentiment d'insatisfaction chez une frange de jeunes. Oui, bien sûr, il y a de l'insatisfaction à cause du chômage des jeunes, à cause de la pauvreté, à cause de la marginalisation de quelques régions, quelques villes marocaines. Donc il reste ce sentiment peut-être. Voilà, mais il y a toujours... Mais il y a de belles avancées. De belles avancées. Exactement. Donc on compare avec avant, les jeunes étaient plus conservateurs. Maintenant, les jeunes se battent chaque jour pour des réformes, pour un changement, pour la démocratisation. Exactement. Si vous permettez, je voudrais qu'on dise un dernier mot sur le festival Amazigh que vous présidez. On va le faire brièvement. La culture Amazigh, ça va être du 11 au 13 mai 2008. J'aimerais que vous en parliez brièvement. 2018, excusez-moi, 2018. Quels sont les acquis de ce festival et qu'est-ce que vous en pensez? C'est un festival qu'on a commencé en 2005. 2005, oui. Parce que la création de l'Institut royal de la culture Amazigh, c'était en 2003, suite au discours royal d'Ajdir. Et donc, en 2005, on a commencé la première édition. Donc là, c'était sur le substrat Amazigh de la culture marocaine. Là, vous célébrez 14 années, si je veux dire? Oui, nous célébrons 14 années et chaque année, nous choisissons un thème. Par exemple, l'année dernière, le thème était Amazighité et diversité culturelle face aux extrémismes. Cette année, Amazighité et avenir de la démocratie en Afrique du Nord. Donc du 11 au 13 mai 2018, Monsieur Moha et Nagy, merci beaucoup d'être passé à l'émission Arrelet. C'était un honneur de vous recevoir. Merci à vous. C'était tout pour cette émission, pour cet épisode de l'émission Arrelet, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.